Sortie d'audience, il est au micro de Pape Birame Béguédiaye. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être reçu par le président du Sénégal. Nous avons avec ce grand pays démocratique une relation particulièrement forte, particulièrement proche. Nous avons beaucoup admiré les conditions dans lesquelles l'alternance s'était produite. Elle était nécessaire, d'ailleurs les Sénégalais l'ont choisi, ils l'ont choisi nettement. Et puis le résultat de la politique économique qui est conduite depuis lors, qui permet à la fois la stabilisation budgétaire, une croissance qui demeure. Évidemment, ça impose des efforts, c'est aussi des politiques que nous allons mener chez nous. Et le président, les ministres le savent, le soutien de la France est acquis. Il est acquis à travers près de 130 millions d'euros qui a été confirmé par le président de la République française, acquis au Fonds monétaire international, acquis grâce à l'agence. Elle est à la hauteur de ce que représente le Sénégal, son économie pour nous, l'amitié qui nous lie. Nous avons aussi tout ce qui transite à travers l'Agence française de développement, ça représente quand même 100 millions d'euros aussi. Et nous serons toujours là pour développer des actions communes, pour soutenir des projets. Il y a des décisions du FMI qui vont être prises le 13 juillet, c'est très bientôt. Et les autorités sénégalaises savent qu'elles peuvent compter sur la France. Toujours dans le cadre de ces audiences, le chef de l'État a reçu à Paris le ministre français délégué à la francophonie. Au cours de l'entretien, le rôle central du Sénégal dans l'espace francophone a été évoqué. Les préparatifs du prochain sommet de la francophonie ont été aussi abordés. Voici Yamina Benguigui à sa sortie d'audience. Nous avons parlé de francophonie, du prochain sommet des chefs d'État francophones à Kinshasa, qui aura lieu à Kinshasa en octobre. Et nous avons parlé des relations culturelles entre nos deux pays et notre volonté d'être très présents aussi bien sur les questions estudiantines que sur la culture et sur nos échanges futurs. Ma volonté et celle du président de la République, c'est effectivement d'arriver peut-être avec un nouveau langage, un nouveau tournant, que la langue française soit notre langue mutuelle. Nous devons faire des efforts pour vraiment que cette langue soit éprise d'indépendance, de liberté, d'enseignement, de savoir. C'est une langue qui nous permet tout cela. Nous avons un travail à faire en transversal dans nos ministères, aussi bien l'éducation nationale qu'avec la culture. Et j'ai comme projet de venir au Sénégal. À nouvelle. Restons toujours dans le cadre de cette visite du chef d'État à Paris qui a rencontré nos compatriotes qui vivent en France. Un dialogue franc et fructueux a sanctionné cette rencontre. Le président Macky Sall de réitérer sa volonté de redresser rapidement l'économie sénégalaise et a tendu la main à la diaspora pour relever les défis. Envoyés spéciaux, Pape Sarko Djibégué et Pape Birame Béguédiaye. Mobilisation exceptionnelle. Paris accueille la diaspora européenne aux couleurs sénégalaises pour un face-à-face avec le président de la République Macky Sall. L'union sacrée autour du chef de l'État, à l'image de l'écrasante majorité de la classe politique sénégalaise, symbolisée ici par le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng. Tous unis pour une même mission,
servir le Sénégal aux côtés du président Macky Sall. Nous voulons partout manifester notre solidarité, que ce soit au sein du gouvernement ou au sein de la majorité forte d'ailleurs que nous constituons. C'est pour ces raisons-là que j'ai plaisir à être aujourd'hui avec le président Macky Sall parmi vous. D'abord, une fois de plus, vous féliciter pour cette belle mobilisation et indiquer surtout que pour ce qui concerne la diaspora, parce que pour le reste, il a décliné de manière très brillante son programme qui a fait qu'il soit élu. Mais je veux dire que pour la diaspora, pour les Sénégalais de l'extérieur, il y a un consensus au niveau des programmes politiques des différents candidats. D'abord pour ce que la diaspora représente, au plan social, au plan économique, avec son apport qui dépasse l'aide au développement, et aussi ce que cette diaspora représente aussi sur le plan politique, en définitive. C'est pour cette raison-là que toutes les questions que vous avez soulevées et auxquelles le président est en train d'apporter des éléments de réponse sont des questions sur lesquelles l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle avaient à peu près la même approche, la même vision et les mêmes conclusions. Donc il ne sera pas difficile que pour le président de la République qu'il puisse, comme il a déjà commencé à le faire concernant les véhicules, que pour toutes les autres questions que vous allez évoquer avec lui, qu'il puisse vous donner des réponses qui nous engagent. Je crois que c'est extrêmement important. Ensuite, de ce point de vue-là aussi, je crois que vous êtes, comme l'ambassadeur Mankeur Ndiaye, des ambassadeurs du Sénégal pour l'image de notre pays. Et je crois que nous sommes tous fiers d'être des Sénégalais après ce qui s'est passé le 25 mars et le 1er juillet. Cette rencontre a très vite pris les allures d'un échange vivant entre le président de la République et ses concitoyens. Macky Sall, toujours à l'écoute des préoccupations des Sénégalais. En Europe, elles ont pour nom l'amélioration de leurs conditions de séjour, la contribution à l'effort de développement national, la réinsertion dans le tissu économique et social au Sénégal pour assurer un retour tranquille. Macky Sall, lui, va plus loin avec une main tendue pour appeler tous à se joindre aux efforts de redressement du pays. D'ailleurs, l'économie à genoux se relève petit à petit et des avancées considérables ont déjà été notées. La situation que nous avons trouvée, vous la connaissez, n'était pas bonne. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Vous savez qu'en 2011, on a connu un déficit qui était important. On a eu une croissance du déficit de pratiquement du tiers. C'est énorme, 33%. On est passé de 333 milliards à 442 milliards en 2011. Ce que nous avons trouvé en 2012, que nous sommes en train de mettre en lumière, c'est que la dérive allait vers les 600 milliards. Mais nous avons stoppé cela grâce aux instructions données par le chef de l'État. Nous devions être, vous le savez, nous sommes dans une union économique et monétaire ouest-africaine qui est l'UMOA, qui limite à 4% le déficit budgétaire, 4% de notre richesse nationale. Ce que nous avons trouvé, alors que l'ancien régime avait négocié une progression de 5,6, nous étions à 8,2% de déficit, plus que le double. C'était intenable. Bon, maintenant, il ne faut pas simplement se plaindre et il faut prendre les choses à bras le corps. C'est ce que nous sommes en train de faire suivant les instructions du président de la République. Et nous avons discuté avec nos partenaires. Nous arriverons, Inch'Allah, à pouvoir limiter ce déficit, non pas au 8,2, à le ramener à 6,4%. Et sans récession. Nous avons aussi refusé avec nos partenaires, vis-à-vis de nos partenaires, d'avoir une politique qui nous amènerait à une régression économique. Mais le chantier est encore immense et l'obligation de rendre compte s'applique à tous. Macky Sall a engagé des réformes dans l'esprit d'une gouvernance sobre, vertueuse et efficace. Mettre les ressources publiques à la disposition des populations. Pour ça, il faut remettre de l'ordre après une gestion chaotique des affaires publiques par l'ancien régime. Un gouvernement de mission avec des priorités clairement identifiées, diaspora, jeunes femmes et monde rural,
Le président de la République invite tout le monde au travail, gouverner autrement. Le credo de Macky Sall qui donne l'exemple en renonçant à 12 ans du mandat présidentiel. Pour lui, c'est la patrie avant le parti. Quittons la capitale française pour revenir à Dakar et précisément dans la banlieue. Le plan Diakhaï sera audité et les injustices réparées. C'est l'annonce du Premier ministre Abdoul Mbaye qui était dans la banlieue pour constater l'état d'avancement des travaux avant les fortes pluies. Il affirme que toutes les mesures seront prises avec le comité technique. En visite dans 14 sites de différentes communes d'arrondissement, le Premier ministre a promis aux populations des solutions exemplaires. Cheikh Bambegui était dans la tournée. Tous les photographes voulaient immortaliser l'événement. Le Premier ministre en contact direct avec les populations pour une première fois. Abdoul Mbaye sous les ovations à Dalifort. La présence du chef du gouvernement sur ces lieux a mis du baume au cœur aux populations, comme c'est le cas ici à Diacksao. Avec les techniciens, le Premier ministre apprécie la conduite des travaux. À Diacksao, la canalisation avec comme point de chute la mare de l'Ansar est en train d'être construite et les travaux devraient se terminer en fin juillet. Nous sommes en train de réaliser une canalisation qui part de Ndiagobar, qui draine le point bas de Diacksao et qui donc a pour exitoire la mare de l'Ansar. Au niveau de la mare de l'Ansar, il y a une canalisation qui a été réalisée par la Giroute et qui lie la mare de l'Ansar à la station pour que les eaux puissent se pomper vers la mer. Et on est dans les délais parce qu'on avait prévu de terminer en fin juillet. Et l'entreprise s'est engagée tout de suite là à livrer le chantier dans 15 jours. Les inondations avaient fait beaucoup de déplacés dans la banlieue. Avec le plan Diakhaï, certains ont pu trouver un habitat. Et justement, selon le Premier ministre, le plan Diakhaï est en cours d'audit et les injustices seront réparées. Le plan Diakhaï est en cours d'évaluation et je pourrais même dire d'audit. Audit sur son aspect financier, parce qu'il est certain que des sommes colossales ont été investies et on veut au moins s'assurer que toutes ces sommes correspondent bien à des travaux qui ont été réalisés, mais audit également sur le respect des principes de base qui ont guidé la philosophie du plan Diakhaï. Donc c'est après cela que des décisions pourront être prises. Mais il est certain, et ça je puis vous l'assurer, les injustices seront réparées de toute façon sur instruction du président Macky Sall. On n'acceptera pas de vivre, de constater, de laisser perdurer des injustices. C'est pas possible. Tout l'effort nécessaire sera fait pour que les ayants droit soient satisfaits, que ceux qui ont eu des droits illégitimes les rendent. Aux habitants des zones visitées et difficiles à traiter, Abdoul Mbaye souligne que le gouvernement ira jusqu'au bout dans cet effort d'alléger les souffrances des populations. Il y a ce qu'on appelle des points noirs, des zones particulièrement difficiles à traiter, des points bas sans possibilité de trouver des exutoires. Mais même pour ça, avec des solutions qui malheureusement coûteront cher, on va tâcher de trouver des solutions. Après près de 10 heures passées dans les zones inondables, le cortège prématorial quitte la banlieue avec un chapelet de doléances pour mettre Dakar à l'abri du spectre des inondations. Un plan d'assainissement demeure, selon le Premier ministre, la seule voie de salut. Merci, cher Bambegui. Grève des concessionnaires du nettoiement. Le mot d'ordre a été levé. Le directeur de cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales était face à la presse. Des solutions ont été esquissées pour ne plus vivre à l'avenir d'autres grèves. Amsatou Seynias. Les rues de la capitale changent d'odeur et de décor. Partout des poubelles. Entre mauvaise odeur et insalubrité, les populations ont terriblement souffert de cette situation, mais ne sont plus loin de la fin du calvaire. À l'instant précis où je vous parle, des instructions ont été données par le Premier ministre et la situation est en phase d'être réglée, puisque les concessionnaires sont en train de recevoir leurs émoluments.
je puis vous dire que la situation va revenir à la normale au maximum dans les 24 heures, d'autant plus que le mot d'ordre de grève a été levé et les concessionnaires ont commencé à respecter leurs prestations. Pour rappel, depuis bientôt une semaine, les concessionnaires réclament des arriérés à l'État. Au total, 2,2 milliards. La raison de vous donner la raison de la grève, parce que les concessionnaires sont en fait restés à peu près 2 mois sans percevoir leur redevance. Le retard dans le paiement de cette redevance se justifie essentiellement par la situation transitoire qu'on est en train de vivre. C'est une situation transitoire qui voudrait déplacer la gestion des ordures et notamment l'UGC, l'unité de gestion et de coordination des déchets solides, du ministère du cadre de vie au ministère de l'aménagement du territoire. Mais c'est une situation qui ne découle pas de d'idées financières ou quelque chose de ce genre. Des solutions doivent être trouvées pour remédier à ces situations de grève dites récurrentes et une a été avancée. En redonnant cette compétence aux collectivités locales, déjà c'est une question qu'on va localiser et que peut-être la grève ou les problèmes d'ordures dans une commune ne vont plus se répertorier au niveau de l'ensemble du territoire national. En attendant des jours sans poubelle et odeurs nauséabondes, la capitale sénégalaise prend son mal en patience. Je vous le disais dans les titres, les bus Dakar-Dem-Dik ont déserté aujourd'hui la circulation à Dakar et pour cause, les travailleurs sont en grève et réclament un mois de salaire. Mais pour l'heure, il y a une solution en perspective et déjà les discussions ont été entamées, nous dit Moussa Mani. Les bus de Dakar-Dem-Dik n'ont pas roulé ce lundi. Conséquence de longues attentes aux arrêts des bus, tous les moyens sont bons pour arriver à destination. Les travailleurs revendiquent entre autres le paiement des salaires. Pendant plusieurs mois, nous avons accumulé les retards de paiement de salaire. Entre le 15, le 13, le 15, le 20 même ou le 22. Il y a eu un mois où on a presque doublé, mais on a heureusement payé en même temps. Les travailleurs aujourd'hui ont dit qu'ils voulaient que cela cesse. Ils voulaient le rappel des 7 milliards que l'État doit à Dakar-Dem-Dik, le rappel des 2 milliards 500 millions qui restent de l'argent budgétisé qui servait à garantir les salaires de janvier à décembre 2012. La direction générale est consciente des désagréments causés aux usagers. Elle a d'ailleurs ouvert des négociations pour trouver des solutions à cette crise. Déjà, un pas est fait dans ce sens. Dakar-Dem-Dik, en termes de direction générale, a commencé à payer les salaires depuis samedi. Donc le dimanche, on n'a pas travaillé. Donc c'est aujourd'hui qu'on devait continuer le paiement des salaires. Quand je dis paiement des salaires, il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle biétage et les virements. Au niveau du biétage, donc on a commencé le samedi. Les virements aujourd'hui vont être débloqués à partir de ce lundi-là pour être ventilés au niveau des banques. Au moment où nous parlons, on a marqué une pause pour que les syndicalistes puissent se retourner à la base et consulter la base pour revenir vers nous. Nous avons en fait mis sur la table qu'aujourd'hui, avec l'aide du gouvernement sénégalais, nous allons très bientôt, disons, terminer le paiement du biétage. Pour l'heure, les discussions sont très avancées. Les travailleurs, tout comme la direction générale, sont conscients que cette situation ne peut plus durer. À Dakar-Dem-Dik, on informe que les autorités étatiques ont pris les devants, histoire de trouver une solution au plus vite. Vivement une solution heureuse pour les travailleurs, mais également pour les usagers. Améliorer l'accès aux TIC en réduisant les coûts des infrastructures de télécommunications. La question a fait l'objet d'une étude et les recherches effectuées ont abouti à la production d'un document de référence destiné aux acteurs du réseau des télécommunications. Objectif, baisser les prix des services de télécommunications, nous dit Fanta Badji. Ces outils régissent aujourd'hui le monde. Un seul clic et le savoir s'ouvre à nous. Ils sont manipulés sans que les usagers se posent la question de leur opportunité. Derrière ces smartphones, Internet, derrière les ordinateurs que vous voyez, il y a un ensemble d'infrastructures de génie civil qui occupent une place extrêmement importante dans les investissements. Et il est estimé entre 70 et 80%. Devenus indispensables pour certains, ces appareils de dernière génération représentent un luxe pour d'autres. L'un des objectifs majeurs de cette étude est la réduction des coûts d'investissement pour rendre accessibles les TIC à tous. Quand on baisse le coût des investissements, forcément, les coûts des services, les coûts des connexions vont baisser. Et puis en plus, aujourd'hui, les TIC
c'est comme de la nourriture. De la même manière qu'on a besoin de l'eau, de manger, de boire, d'un toit, de la même manière on a besoin de ces outils-là. Le développement des TIC suscite la recherche en permanence et les différents acteurs œuvrent constamment pour la réduction de la fracture numérique. Le présent document propose des solutions profitables à tous. Réglementé à partir d'une discussion ouverte entre l'ensemble des acteurs, de manière à ce que non seulement ces infrastructures puissent être construites, mais surtout que ces infrastructures soient optimisées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a construit, tous les utilisateurs puissent l'utiliser de manière équitable en cherchant à baisser au maximum le coût pour les utilisateurs finaux. Les recherches effectuées ont démontré que l'avenir des TIC passe par la fibre optique. Le schéma ici proposé dégage une feuille de route. Les besoins de débit sont extrêmement importants et la technologie actuelle a des limites. Scientifiquement, il est montré que le cuivre qui est utilisé dans les réseaux d'infrastructures télécom a des limites de capacité. C'est scientifiquement prouvé. Et la nouvelle technologie, la technologie dont on parle, la fibre optique, aujourd'hui, offre des possibilités presque illimitées. En fait, son étude viendrait en fait permettre aux différentes parties prenantes d'intégrer cette problématique-là, que ce soit les collectivités locales, les mairies, le gouvernement, le cadastre, les impôts, les domaines, de pouvoir avoir en tout cas un document fiable. Le développement est dans le partage et il s'agit ici d'amener les autorités de régulation à mettre en place un cadre législatif réglementaire pour faciliter le déploiement des infrastructures de réseau. Fanta Badji, nous restons toujours dans le domaine des technologies. Faire le suivi de la sécurité alimentaire par les technologies spatiales, c'est l'objectif visé par le Centre de suivi écologique et le réseau inter-islamique des sciences spatiales et de la technologie ISNET. Un atelier de 6 jours vient de s'ouvrir à Dakar. C'est pour permettre aux experts d'échanger sur les applications de ces technologies sur le suivi des centres et des cultures de rendement, nous dit Ibrahim Fall Junior. Ils sont experts dans des domaines pointus de la science et appartiennent au monde islamique et veulent mettre leurs connaissances au service du développement. Pour cette rencontre de Dakar, il s'agira entre autres de partager les derniers développements, les techniques et méthodes utilisées par les pays avancés dans le cadre des technologies spatiales pour la sécurité alimentaire. Unfortunately, we in the Islamic world have not achieved much. Malheureusement, dans le monde islamique, on n'utilise pas trop la technologie spatiale. Au regard du potentiel scientifique dans l'islam, il y a un déficit d'utilisation de ces outils pour anticiper sur les catastrophes naturelles et pourtant, il est établi que la technologie spatiale est plus efficace dans la prévention des crises humanitaires. Elle permet surtout de sauver des vies. Grâce au Centre de suivi écologique, le Sénégal utilise déjà la télédétection satellitale et utilise globalement les technologies spatiales comme outil d'aide à la décision. Les autorités se félicitent d'ailleurs de ce cadre d'échange et de partage. Pour le cas du Sénégal, un exemple que je peux donner est par exemple l'utilisation par le Centre de suivi écologique des images satellitaires pour suivre la croissance de la végétation durant la saison des pluies. Ce travail nous permet, entre le 15 et le 31 août, de sortir ce que l'on appelle la carte des zones à risque agricole et pastoral. Dans toutes ces dimensions, les technologies spatiales se sont révélées d'une grande utilité comme élément de soutien à la prise de décision. Les données satellitaires ne cessent d'améliorer les connaissances sur notre environnement et nous permettent de procéder à la prévision des conditions climatiques, à l'estimation des rendements agricoles, au suivi régulier de toute la campagne agricole, des conditions de développement des cultures. Ce faisant, nous nous donnons les moyens d'anticiper sur les situations de crise et de sécuriser ainsi que les moyens d'existence des populations les plus vulnérables. Ces ateliers vont permettre aux pays participants d'acquérir les connaissances utiles dans le domaine de l'agriculture de précision, les prévisions météorologiques, le suivi des cultures et l'estimation des rendements. En somme, avoir les moyens d'une sécurité alimentaire durable. Ibrahim Fall Junior, nous quittons à présent le Sénégal, mais nous restons en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest avec les Maliens de Niamey qui manifestent contre l'occupation du nord de leur pays. Ils exigent la libération totale du territoire et appellent à la résistance. Ils ont aussi dénoncé les tergiversations de la communauté internationale. Ils sont quelques 200 ressortissants et réfugiés maliens à battre le macadam ce dimanche matin à Niamey. Une marche symbolique à travers laquelle ces manifestants ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'invasion étrangère du Nord Mali et exigé sa libération totale, et ce par tous les moyens. Les Maliens du Niger sont prêts à tout pour libérer
le nord du Mali. Si c'est par les armes que nous devrons libérer notre pays, nous sommes prêts. Mais pour une fois de plus, nous disons que nous privilégions le dialogue et la concertation. En première ligne de cette marche figurent également des femmes. Elles dénoncent les tergiversations de la communauté internationale et émettent des doutes sur la médiation de la CEDEAO. On voit les médiateurs recevoir des gens qui se disent membres du bureau membres du gouvernement de l'ACMI et d'Azawad. Quel titre? Pourquoi les médiateurs les reçoivent au nom de l'Azawad? Pourquoi? On est contre. Cette marche sur environ 2 km a conduit les manifestants à l'ambassade du Mali où ils ont lu une pétition à travers laquelle ils appellent à la résistance. Le consul appelle au calme et prône plutôt la voie du dialogue. Nous avons au Mali, comme dans tous les conflits du monde, opté pour une résolution pacifique. Il ne faut jamais être pressé de faire la guerre. Il faut laisser au dialogue épuiser toutes ces voies de recours avant de déclencher, comme je l'entends par-ci, par-là, des déclarations va-t-en-guerre. Cette première marche organisée par l'association de la jeunesse malienne au Niger n'a pas mobilisé le nombre de personnes escomptées par les organisateurs. Ils sont en effet plus de 50 000 Maliens vivant à Niamey. Affaire Cheikh Béthio Thioune, le centre de Thiès s'est vidé ce matin de ses longues files de véhicules et de ses marchands ambulants sur la place de France. Rareté ce matin les passants. Les éléments du GMI ont quadrillé le cœur de la ville, notamment les artères menant au tribunal régional de Thiès. Ce grand bâtiment dans lequel se trouvait aujourd'hui le guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, qui a passé plusieurs heures face au juge. Le financement de la santé en Afrique, voilà le sujet qui est au cœur du dialogue de haut niveau tenu à Tunis du 2 au 5 juillet dernier. Une quarantaine de ministres de la Santé et des Finances y ont pris part. Le Sénégal, engagé dans la course pour l'atteinte des OMD, a participé aux travaux. Les autorités sanitaires du Sénégal ont pris des options pour la couverture universelle, nous dit Nafissatou Diouf. Au dernier jour de ce dialogue de haut niveau, la couverture universelle et ses enjeux sur les politiques de développement ont été passés au peigne fin. Le modèle se présente comme un rempart solide pour accéder aux objectifs du millénaire pour le développement. Donc il faut investir dans l'offre en relevant la qualité, il faut investir dans l'offre en recrutant un personnel de qualité, il faut investir aussi dans la demande en solvabilisant la demande par le développement des mutuelles, par la restructuration des IPM et par un arsenal de mesures ou de propositions susceptibles de mettre les populations dans une situation d'accès facile à des soins de qualité. Il faudrait qu'on puisse mettre en place un système de santé fort, que les États puissent investir dans la santé des populations, et on l'a vu hier dans les présentations. Plus l'indice de développement est élevé, plus les populations sont en meilleure santé et mieux le pays se porte. Dans mon pays, les subventions ont constitué donc une approche pour permettre donc aux plus vulnérables, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes notamment en matière d'obstétrique et en matière de couverture donc, des accouchements. Pour atteindre cet objectif, il n'y a donc pas un, mais des modèles. Ils sont algériens, rwandais ou encore ghanéens. Chaque expérience est une école. Le Sénégal compte tirer le meilleur parti de ces pratiques, mais en imprimant sa propre marque avec un partenariat public-privé responsable, par exemple. D'abord en prenant une part dans les soins de santé, mais également en apportant un soutien à la politique nationale. Je ne citerai pas de nom, mais nous avons des fondations qui se sont beaucoup impliquées dans la lutte contre le paludisme, dans la logistique au niveau des structures, d'autres, par exemple, du secteur privé de la téléphonie ou du secteur privé du pétrole. Enfin, il y a vraiment des actions et des partenariats publics-privés qui ont été menés. Et je crois que ça, c'est une piste importante. 10 ans après Abuja, Tunis se positionne comme le lieu d'une prise d'engagement ferme pour une plus grande réactivité dans la prise de décision. Celles-ci ont pour nom couverture universelle et planification dans la définition des politiques de santé. Les ministres de la Santé et des Finances d'Afrique, invités à travailler en synergie, seront les porte-étendards de cette profession de foi auprès des décideurs.
Nafissatou Diouf, en marge de sa participation à ce dialogue de haut niveau, le ministre de la Santé a aussi eu des séances de travail avec les professionnels de l'hémodialyse. Vous le savez déjà, le président de la République Macky Sall a décidé de rendre gratuite la dialyse. La Tunisie, qui fait autorité dans le domaine en Afrique, a franchi depuis 1985 le cap de la transplantation d'organes. Je vous propose d'écouter le directeur du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes en Tunisie. Le Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes à Tunis a été créé en 1995. Donc vous voyez, 10 années après les premières transplantations rénales, et l'envie, ça a été d'essayer de contrôler toutes les procédures en rapport avec le prélèvement d'organes et en rapport avec... Alors, concernant la transplantation d'organes, cette activité ne se fait en Tunisie que dans les établissements publics. La greffe de tissus, par exemple la cornée ou bien les têtes fémorales, peuvent se faire dans des structures privées en Tunisie. Mais la transplantation d'organes est uniquement accréditée pour des établissements publics et certains établissements publics lorsqu'il y a les conditions optimales pour la réalisation de telles activités. Juste après ce journal, notre reporter Nafissatou Diouf reviendra sur l'expérience tunisienne dans le domaine de l'hémodialyse. Titre de ce document audiovisuel de 6 minutes, gratuité de l'hémodialyse, le Sénégal à bonne école. L'hôpital Aristide Le Dantec a 100 ans. Pour marquer le centenaire, des festivités sont prévues, notamment l'organisation des premières journées médicales de la structure et la validation de son projet d'établissement. L'annonce est faite par le directeur de l'hôpital, Salou Diallo. C'était au cours du 4e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, SISDAC 2012. Voilà, le directeur de l'hôpital, il est au micro de Ramatadem. Le 12, effectivement, l'hôpital Dantec a été créé en 1912. C'est un hôpital de tout le monde, un hôpital qui est fréquenté par tout le monde, qui n'a pas eu à bénéficier de l'hôpital Dantec, soit pour des soins, soit pour une formation, ou soit pour autre chose. Donc il s'agira pour nous de marquer ces 100 ans, de revisiter l'histoire, de rendre hommage à ceux qui ont servi à l'hôpital Dantec, d'échanger, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous allons aller vers des journées scientifiques, les premières journées scientifiques de l'hôpital Aristide Le Dantec, n'est-ce pas? Nous allons donc échanger au plan scientifique, au plan organisationnel. Il faudrait que les usagers